Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous voici réunis encore une fois comme promis pour parler d'électrocardiogramme normal. Je tiens tout d'abord à préciser que ces vidéos, donc c'est dans un contexte d'infection Covid. Les universités sont malheureusement fermées à cause du confinement. Et donc j'ai pris la décision de reprendre du moins mon enseignement à moi pour mes étudiants en cycle de cardiologie 4e année et de mettre ces cours sur Facebook. Ces cours seront en public, donc disponibles pour tout le monde. Marhaba comme ceux qui veulent venir, même durant les lives, si vous voulez venir poser vos questions, etc. Priorité certes pour les étudiants donc en cours de cycle de 4e année, mais sinon tout le monde est le bienvenu. Marhaba bikum. Pour l'électrocardiogramme, donc je vous propose aujourd'hui cette présentation que vous êtes en train de visualiser. Je posterai aussi à la fin de la présentation quelques électrocardiogrammes. Ça sera des exercices, je vais les laisser pendant 4 ou 5 jours. Donc vous essayerez en commentaire de donner vos interprétations, etc. Puis au bout de 5 jours, je vous mettrai ma façon de voir les choses, ma façon d'interpréter. Puis essayez d'être nombreux, plus on réagit, plus on apprendra ensemble et on évoluera ensemble. Donc voilà, on commence sans plus tarder. L'électrocardiogramme normal. Pour comprendre l'électrocardiogramme normal, il faut de petits rappels anatomiques. Ce ne sera pas de l'anatomie gigantesque, on va reparler un petit peu de tissu cardionnecteur que vous voyez ici en rouge. Donc le tissu cardionnecteur, c'est le tissu capable de fabriquer puis de conduire l'électricité. L'objectif de cette électricité, c'est de faire dépolariser des cellules musculaires. Lorsque ces cellules se dépolarisent, elles se contractent et c'est la principale fonction du cœur, c'est sa fonction pompe. Ce tissu cardionnecteur se compose du nœud sinusal. Le nœud sinusal, c'est la centrale électrique, c'est lui le producteur d'électricité. Il est situé au toit de l'oreillette droite, à côté de l'accouchement de la veine cave supérieure. Nous, francophones, on ne croit pas en l'existence de fibres entre le nœud oculoventriculaire et le nœud sinusal. On estime que l'électricité qui sort du nœud sinusal diffuse de proche en proche ou en tache d'huile pour atteindre le nœud AV. Il faut savoir qu'il y a certaines théories qui croient en l'existence de fibres, qu'on appellerait les fibres d'Eisenberg. Ce n'est pas le cas de ce qu'on suit là, on ne croit pas en leur existence. On estime que ça se propage de proche en proche. Ensuite, l'électricité atteint le nœud auriculoventriculaire. Celui-ci traverse le septum fibreux pour émerger du côté gauche du septum. Le faisceau de His se divise par la suite en deux branches, la branche droite et la branche gauche, qui grâce au réseau de Purkinje vont faire arriver l'électricité quasiment au même moment à toutes les cellules ventriculaires pour faire en sorte que ces cellules se contractent presque au même moment pour avoir la contraction la plus synchrone ou la plus efficace possible. Ensuite, pour pouvoir le comprendre, il faut savoir le définir. L'électrocardiogramme se définit comme l'enregistrement graphique de l'activité électrique du cœur. Ça veut dire que cette fameuse électricité qui traverse le tissu cardionnecteur sera capturée et enregistrée sur un graphique. Comment? Grâce à une série d'électrodes que vous voyez ici, donc des électrodes sous forme de ventouses et sous forme de pincettes qu'on appellera des dérivations qu'on va positionner sur le corps. Pour les pincettes, c'est poignets et chevilles, et puis pour les ventouses, c'est la région précordiale. Ces différentes pincettes et ventouses seront reliées grâce à des câbles électriques et la transmission de l'électricité sera améliorée par du gel électrostatique qui aura pour objectif de diminuer les parasites et d'améliorer la conduction. Ces câbles vont rentrer à l'intérieur d'une espèce de boîtier qu'on appellera électrocardiographe. Ils seront ou pas, et on en parlera tout de suite, reliés à des amplificateurs du courant électrique. Ils feront bouger des galvanomètres, des aiguilles de galvanomètre. Ces aiguilles bougent, se chauffent et brûlent ce qu'on appelle un papier thermosensible. Il y a un moteur qui fait défiler le papier, l'aiguille monte et descend et le papier se déplace et ceci nous donne un tracé sur ce papier thermosensible. Il faut savoir que dans ce type d'appareil, il n'y a pas d'encre d'impression, c'est de la brûlure sur du papier thermosensible. Et au fait, pour pouvoir brûler, comme je l'ai dit, ces différentes pincettes et ventouses seront reliées à des galvanomètres que voici, qui représenteront des dérivations. Si on devait commencer d'abord par parler des pincettes, on les positionne comme suit. La pincette rouge sur le poignet droit, la pincette jaune sur le poignet gauche, la pincette noire sur la cheville droite et la pincette verte sur la cheville gauche. L'ensemble de ces pincettes rouges, jaunes et vertes seront reliées à un amplificateur. En fait, l'électricité du cœur est de l'ordre du millivolt. Une fois que cette pincette la capture, elle la fait acheminer le long du câble, elle rentre dans la boîte. Avant d'arriver au galvanomètre, elle va être reliée à un amplificateur pour être agrandie, pour être visible, pour pouvoir faire bouger l'aiguille du galvanomètre. Sauf la pincette noire, appelée aussi neutre, qui n'est pas reliée à un amplificateur. Son seul rôle est de boucler un circuit électrique.
Si on s'amusait à prendre plusieurs galvanomètres, plusieurs montres comme ça avec une aiguille, on met une ici avec deux câbles reliés sur le vert et le jaune. Cette aiguille, comme les deux électrodes que voici sont amplifiées, cette aiguille bougera selon la différence de potentiel, entre guillemets selon l'électricité, l'information électrique qui va lui arriver grâce à ces deux électrodes. Cette dérivation est appelée bipolaire parce que ces deux pôles sont enregistreurs, sont amplifiés. Et cette dérivation qui relie le rouge avec le jaune, par convention, on l'appellera dérivation D1. Quand on relie le rouge avec le vert, les deux pôles sont amplifiés et donc dérivation bipolaire D2. Si on relie le jaune avec le vert, les deux électrodes sont amplifiées, donc dérivation bipolaire, et on l'appellera dérivation D3. Si on reliait maintenant ces différentes pincettes avec la noire, comme la noire n'est pas amplifiée, son seul rôle est de boucler un circuit électrique. Si on relie la rouge avec la noire à un galvanomètre, le mouvement de l'aiguille bougera essentiellement selon l'électricité enregistrée par la pincette rouge, parce que cette électricité est amplifiée, celle de la pincette noire reste non amplifiée, minime, donc négligeable, donc n'influencera pas énormément le mouvement de cette aiguille du galvanomètre. Et donc ce galvanomètre qui relie le rouge avec le noir est dit galvanomètre unipolaire, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est faussement unipolaire, on sait qu'il y a deux pôles, mais il y a un seul pôle qui est amplifié, donc enregistreur, l'autre pôle ne sert qu'à boucler un circuit électrique. C'est ce qu'on appelle les dérivations faussement unipolaires. Dérivation unipolaire rouge avec le noir, c'est la dérivation AVR, right. Dérivation unipolaire jaune avec le noir, c'est dérivation L, AVL pour left. Et puis dérivation lorsqu'on relie le vert avec le noir, unipolaire aussi, F pour feet ou foot pour pied, c'est une dérivation unipolaire aussi. Et donc, si je devais résumer ce que je viens de dire, on a identifié grâce à ces pincettes deux types de dérivations. Des dérivations bipolaires où les deux pôles sont amplifiés et donc sont enregistreurs, D1, D2 et D3. Et des dérivations faussement unipolaires où un seul pôle est amplifié, le deuxième ne sert qu'à boucler le circuit électrique, AVR, AVL et AVF. Si on faisait une translation de rayon en arabe c'est insihab al-ashia, c'est-à-dire qu'on prend un rayon, on le déplace sans lui changer d'angulation ni de sens. Géométriquement, c'est correct. Donc si on devait faire une translation à l'ensemble de ces dérivations et on devait les ramener à un seul point central, ça me donne un cercle dont les rayons sont ces différentes dérivations. C'est ce qu'on appelle le triaxe de Bailey. Dans le triaxe de Bailey, D1 est ici, donc vous voyez que j'ai ramené telle qu'elle est. D2, si je la ramène, elle vient ici. D3 aussi, je la ramène à ce niveau-là. AVF, AVR et AVL. Donc, M. Eindhoven a décidé, plutôt M. Bailey, a décidé que le point 0 de son cercle est ici. Le sens positif va dans cette direction, le sens négatif va dans l'autre direction. Et donc, D1 est à 0 degré, D2 est à plus 60 degrés, AVF est à plus 90 degrés, D3 est à plus 120 degrés. AVL est à moins 130 degrés et AVR est à moins 150 degrés. N'essayez pas pour le moment de faire le rapprochement entre ce que je suis en train de dire et le papier millimétré, l'électrocardiogramme que vous êtes censé interpréter aux urgences, aux services, etc. Ça va venir petit à petit. Prenez diapositive par diapositive et information par information et tout se clarifiera par la suite. Ensuite, après avoir terminé avec les pincettes, on va placer les ventouses sur le thorax du patient. On place V1 sur le 3e, 4e espace intercostal à droite du sternum, c'est la seule qui est à droite. V2, 3e, 4e espace intercostal à gauche du sternum. V4 sur le 4e, 5e espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire médiomablonaire. Ensuite, V3 à mi-distance entre V2 et V4. V5 et V6 se placeront sur la même horizontale que V4. Pour V5, ça sera à la jonction avec la ligne axillaire antérieure. Et V6, c'est la jonction avec la ligne axillaire moyenne. Puis on peut continuer avec V7, V8 et V9. Lorsqu'on a un IDM, vous avez vu dans la présentation des syndromes coronaires, on avait parlé de territoire postérieur. Globalement, si je réalise une coupe transversale sur ce thorax, V1, V2 et V3, c'est comme des yeux électriques braqués sur le cœur et braqués essentiellement sur le ventricule droit et la paroi antéroceptale du cœur.
V3 et V4, c'est des yeux électriques braqués sur la pointe du cœur. Et V5 et V6, c'est des yeux électriques braqués sur la paroi latérale du cœur. Ces fameuses électrodes, dérivations bipolaires, unipolaires, ces fameux yeux électriques sont là pour visualiser l'électricité du cœur. Le cœur se contracte, se relâche, donc il y a une systole et une diastole, mais en électricité, on parlera de dépolarisation et de repolarisation. La polarisation ou la repolarisation correspond à un relâchement du muscle. La dépolarisation donne une contraction du muscle. Ces fameuses dépolarisations et repolarisations sont possibles grâce à des mouvements électriques, et donc je vous renvoie au cours des antiarythmiques où on a bien détaillé les différentes phases du potentiel d'action avec la dépolarisation liée à l'entrée massive du Na+, la repolarisation avec la sortie du potassium, et puis la phase 4, neutre électriquement, où la cellule se rééquilibre, elle fait sortir le sodium qui est rentré en excès et elle recapture le potassium pour se préparer à une nouvelle dépolarisation. À une échelle plus macroscopique, globalement, voici une cellule polarisée, voici une cellule dépolarisée. On estime que la dépolarisation, convention d'électricité, ce n'est pas de la médecine, c'est de l'électricité. La dépolarisation est une flèche qui va du pôle négatif au pôle positif. Donc c'est une flèche dont la tête est bleue, plutôt la tête est rouge, l'arrière est bleu. La repolarisation, quant à elle, par convention, elle va du pôle positif au pôle négatif. Donc c'est une flèche dont la tête est bleue et l'arrière est rouge. Rappelez-vous bien de ça. Dépolarisation, tête rouge, arrière bleu. Repolarisation, c'est le contraire, tête bleue et arrière rouge. Si on prenait un amas de cellules agencées les unes à côté des autres, je ne parle pas de myocarde, je parle juste de cellules l'une à côté de l'autre, et que j'applique une dépolarisation à cette première cellule-là, la dépolarisation va aller dans ce sens-là, et elle va dessiner cette fameuse flèche que vous voyez ici, qui va du pôle négatif vers le pôle positif. En théorie, la première cellule qui s'est dépolarisée est censée être la première cellule qui se repolarise. Et donc la repolarisation va aller dans ce sens-là et elle sera représentée, comme c'est une repolarisation, par une flèche dont la tête est bleue et l'arrière est rouge. Dans du myocarde, cette couche qui est là, ou plutôt cette cellule qui est là, c'est la cellule sous-endocardique, c'est elle qui est touchée par le câble électrique, c'est elle qui se dépolarise en premier. Et puis la dépolarisation va de l'intérieur vers l'extérieur. Cette petite cellule avec un chapeau, c'est la cellule sous-épicardique. Et donc si on applique à ce même agencement de cellules qui est dans le myocarde, la voiture qui est ici représente le sang SANG situé à l'intérieur de la lumière cardiaque. Si j'applique ma dépolarisation à cette cellule sous-endocardique, la dépolarisation va aller, comme on l'a vu, dans ce sens-là, sauf que cette dépolarisation va donner une contraction. Donc on va demander à tous ces jeunes hommes-là de pousser dans ce sens-là, donc ils vont tous pousser dans ce sens-là pour augmenter la pression à l'intérieur de la lumière et éjecter le sang. Donc, suite à cette dépolarisation et à l'initiation de la contraction, et avant la repolarisation, il se crée un gradient de compression à l'intérieur du myocarde, où la zone la plus comprimée, c'est la couche sous-endocardique. Elle est comprimée entre le sang de la cavité et l'ensemble de la paroi qui pousse. Et puis, de plus en plus, quand on va à l'extérieur, la compression diminue, la cellule va moins comprimée, et la cellule sous-épicardique, il n'y a rien qui la pousse, c'est elle qui est la moins comprimée. Lorsqu'une cellule myocardique est comprimée, elle retarde son mouvement électrique. Donc après la dépolarisation, quand on demandera au myocarde ventriculaire de se repolariser, cette cellule qui est censée se repolariser en premier ne le peut pas parce qu'elle est comprimée, et elle va demander à la cellule la moins comprimée de se repolariser en premier. Elle va lui dire, moi je suis comprimé, je ne peux pas me repolariser, et donc essaye-toi de te repolariser en premier. La couche ou la cellule sous-épicardique accepte le défi. Elle va dire, d'accord, moi je ne suis pas comprimé, j'accepte de me repolariser en premier, à une condition, il me faut une période réfractaire. Étant donné que c'est elle qui se dépolarise à la fin, en dernier, elle a besoin d'une période réfractaire pour pouvoir à nouveau être sujette à des mouvements électriques, être sujette à une repolarisation. Et donc arrivera à l'intérieur du myocarde ventriculaire un moment précis où toutes les cellules sont dépolarisées, aucune ne peut se repolariser. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est soumise à une compression et celle-là, elle a besoin d'une période réfractaire. Et donc l'électricité, vous le verrez, disparaîtra, c'est ce qu'on appellera le segment ST. Ensuite, cette cellule étant sortie de sa période réfractaire,
elle acceptera sa mission de se repolariser en premier et par conséquent, la repolarisation ira de l'extérieur vers l'intérieur, contrairement à ce qui se passe sur un amas de cellules agencées bêtement les unes aux autres. Donc, dans le myocarde, la dépolarisation va de l'intérieur vers l'extérieur, la repolarisation, quant à elle, va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, si je devais représenter l'ensemble de ces mouvements électriques, ça va être résumé par cette diapositive-là. Donc, vous avez votre cœur, le nœud sinusal, le nœud AV, absence de fibres, l'anneau fibreux qui sépare électriquement complètement les oreillettes des ventricules. Le seul pont électrique, et G7, le seul pont électrique, c'est le nœud AV et le faisceau de His. Je vous rappelle que le faisceau de His traverse ce qu'on appelle le septum fibreux. Et par conséquent, on verra qu'il y aura une disparition d'électricité à ce moment-là. Il émerge du côté gauche du septum, puis il se divise pour donner les deux branches. Je mets mon fameux triaxe de Bailey, et puis je mets les yeux électriques, on avait dit V1, V2, V3, on regarde du VD et de la paroi antéroseptale, V3 et V4, on regarde de la pointe, et V5, V6, on regarde de la paroi latérale. Je vais placer mes mouvements électriques. L'électricité naît du verbe naître du nœud sinusal, elle va de haut en bas et de droite à gauche, parce que le nœud sinusal est situé en haut et à droite, et donc la dépolarisation, surveillez bien les mots que j'utilise, la dépolarisation des oreillettes est représentée par une onde P. La tête est rouge, l'arrière est bleu, orientée de haut en bas et de droite à gauche. L'électricité arrive dans le nœud AV, elle va traverser ce qu'on appelle le fameux septum fibreux, et donc il y aura une disparition de l'électricité. Sur un électrocardiogramme, ça va nous donner une ligne 0, c'est le fameux espace PR. Ensuite, l'électricité arrive à ce niveau-là, elle descend le long de ces deux branches pour dépolariser le septum. Si on devait la symboliser sous forme de deux voitures, une qui va faire ce chemin et l'autre qui va faire l'autre chemin, si les deux voitures ont la même vitesse, laquelle touchera le septum en premier, quel que soit le point que l'on choisit dans le septum, la voiture de gauche arrive avant la voiture de droite. Les vitesses étant identiques, le trajet à droite est plus lent parce que la branche droite du faisceau de His doit retraverser l'épaisseur du septum pour partir du côté droit. Et donc le septum recevra son électricité de la gauche vers la droite. Quand cette électricité, par exemple, arrive ici, elle voudra dépolariser le septum, il lui dira c'est bon, j'ai été dépolarisé par l'électricité qui est venue du côté gauche. Et donc le septum se dépolarise, surveillez le mot que je dis, dépolarise de la gauche vers la droite. Je le dessine sous forme d'une flèche qui va comme ça. Je vais voir lequel de ces deux points va être atteint par sa voiture en premier. C'est toujours le gauche parce que le trajet électrique est plus court du côté gauche par rapport au côté droit. Je vais laisser mes deux coureurs ou mes deux automobilistes dormir et puis le lendemain je leur propose une course où l'un va traverser l'épaisseur du ventricule gauche et l'autre va traverser l'épaisseur du ventricule droit. S'ils démarrent au même moment avec la même vitesse, parce que le ventricule gauche est plus gros que le ventricule droit, grande circulation et petite circulation, donc plus épais, le ventricule droit, ou plutôt le véhicule de droite, arrive à l'extérieur avant le véhicule de gauche. Globalement, on va dire que la dépolarisation du ventricule gauche a un avantage sur son trajet nerveux et un inconvénient sur son trajet musculaire, alors que la dépolarisation du ventricule droit, c'est le contraire. Elle a plutôt un inconvénient sur son trajet nerveux et un avantage sur son trajet musculaire. Avantage et inconvénient versus inconvénient et avantage. Le bon Dieu a fait que l'électricité démarre ici au même moment, arrive à ces deux points au même moment, les deux ventricules se dépolarisent au même moment, et donc la flèche de dépolarisation du ventricule gauche et la flèche de dépolarisation du ventricule droit, ce sont deux événements qui se déroulent au même moment. Deux événements qui se déroulent au même moment, j'ai le droit de les sommer. En faisant la somme algébrique de ces deux rayons, ça me dessine l'axe de dépolarisation cardiaque ou l'axe électrique du cœur qui va dans ce sens. On n'inclut pas le septum dans l'axe électrique du cœur parce que le septum se dépolarise avant les deux ventricules. Et donc, la dépolarisation des ventricules comporte la dépolarisation du septum, puis l'axe électrique du cœur. Ensuite, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cellule interne ne peut pas se repolariser. La cellule externe, l'interne ne peut pas se repolariser à cause de sa compression. La cellule externe ne peut pas se repolariser à cause de sa période réfractaire. Il apparaîtra un zéro électrique dans le cœur. C'est le fameux segment ST, excusez-moi, donc j'avais oublié de faire
défilé, donc la dépolarisation du septum et de l'axe électrique qui va donner le complexe QRS, et puis disparition de l'électricité parce que les couches sous-endocardiques sont comprimées, elles ne peuvent pas se repolariser, les couches sous-épicardiques ont une période réfractaire, elles ne peuvent pas se repolariser, apparaîtra alors le segment ST zéro électrique. Ensuite, les cellules les plus externes se repolariseront en premier et la repolarisation ira de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est une repolarisation. La flèche a sa tête qui est bleue et son arrière qui est rouge, et ça va nous dessiner la fameuse onde T. On n'a pas parlé de la repolarisation des oreillettes. On estime que la repolarisation des oreillettes se déroule en même temps que la dépolarisation des ventricules. C'est une électricité tellement minime qu'elle sera noyée dans l'électricité de dépolarisation ventriculaire et on ne la voit pas à l'état normal. Et donc globalement, l'électrocardiogramme se compose d'une onde P qui représente la dépolarisation des oreillettes, d'un espace PR qui représente la traversée du nœud AV et du faisceau de His dans sa zone du septum fibreux. Ensuite, le complexe QRS représenté par la dépolarisation du septum et du massif ventriculaire. Ensuite, le segment ST qui représente un moment d'absence d'électricité, compression et période réfractaire. Ensuite, l'onde T qui représente cette fameuse repolarisation. Et donc, ces fameux yeux électriques et ces fameux axes vont essayer de capturer ces signaux de façon globale. Pour raisonner sur le triaxe de Bailey, c'est comme des avions. Si vous êtes sur un avion qui va dans ce sens et que durant votre vol, vous rencontrez un avion qui va dans le sens inverse, vous allez dire cet avion est négatif par rapport à vous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mes bras. Moi, je suis dans un avion qui vole dans cette direction et vous, vous êtes dans un avion qui vole dans cette direction-là. Je vais dire que vous êtes négatif par rapport à moi. Et donc, par exemple, ce septum sera enregistré sous forme d'une électricité négative en D1. Ce même septum, par exemple, en AVR, vole dans le même sens avec une certaine angulation, et donc ce même septum sera enregistré en positif en AVR. Pour les yeux électriques, à chaque fois qu'un œil électrique voit une flèche venir vers lui avec sa tête rouge, il va enregistrer du positif. À chaque fois qu'il voit la flèche fuir et il voit son arrière qui est bleu, il va enregistrer du négatif. Par exemple, si je reprenais toujours le même septum, ce septum par rapport à V1, V2, il vient vers V1, V2. L'œil qui est placé en V2 va voir le côté rouge de la flèche, va voir un septum sous forme d'une petite positivité parce que le septum est petit. Ce même septum en V5, V6 va être vu sous forme d'une flèche qui fuit. V5, V6 verront cette partie de la flèche et donc vont enregistrer l'électricité du septum sous forme d'une négativité. Et donc globalement, c'est comme ça qu'on raisonne en électrocardiographie. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de planter le décor de l'électrocardiogramme. Essayez déjà de revoir cette partie 2 ou 3 fois et de comprendre chaque diapositive. N'essayez pas d'aller vers l'électrocardiogramme, vers l'interprétation, elle va venir tout de suite après. Si vous avez bien saisi cette partie, passez à la deuxième partie de la présentation qui consiste à aller interpréter votre électrocardiogramme. Et donc l'interprétation de l'électrocardiogramme nécessite des valeurs normales qu'il faut connaître, quelques petites informations et quelques petits chiffres qu'il faut apprendre, mais vous allez voir que c'est très simple de raisonner et de comprendre un électrocardiogramme. Voici les étapes d'interprétation d'un électrocardiogramme. Il faut d'abord l'identifier, étudier la vitesse et l'amplitude d'enregistrement, vérifier si le rythme est sinusal ou pas, et calculer la fréquence cardiaque. Vous allez ensuite vous intéresser à l'onde P, c'est ce qu'on appelle auriculogramme. Pour l'onde P, excusez-moi, pour ne pas oublier, ADAM, c'est une ADAM, axe, durée, amplitude, morphologie. Ensuite, l'espace PR. Ensuite, le QRS ou le ventriculogramme, kiff, ADAM, axe, durée, amplitude, morphologie. Segment ST, onde T, espace QT, et vous terminerez par une conclusion. Et c'est ce qu'on va essayer de revoir ensemble. Tout d'abord, vitesse et étalonnage. Donc, la vitesse habituelle d'enregistrement d'un électrocardiogramme, c'est 25 mm par seconde. C'est-à-dire que le papier, chaque seconde, il se déplace de 25 mm. Et par conséquent, 1 mm, si on fait une règle de 3, donc 25 mm est égal à 1 seconde, 1 mm est égal à x, x est égal à 1 divisé par 25, donc 1 mm est égal à 0,04 secondes. Ça, c'est en temps normal. Et puis en matière d'amplitude, donc à chaque fois que vous montez d'1 mm, ça correspond à 1 mV d'amplitude. Cette échelle, soit vous la trouverez inscrite en dessous de l'ECG, soit vous verrez ce petit graphique dessiné, c'est comme l'échelle de lecture d'une carte de géographie.
Si ce graphique fait un grand carreau de largeur et 1 cm de hauteur, ça veut dire que vous êtes en train d'enregistrer en unité Hman. Vous avez le droit de dire électrocardiogramme enregistré en unité Hman ou bien de dire vitesse et étalonnage habituel. L'unité Hman, elle est là. Et si vous êtes sûr que c'est ça et que vous avez oublié le mot unité Hman, vous devez dire vitesse et étalonnage habituel. C'est très important de franchir cette étape parce que vous verrez tout à l'heure qu'on va mesurer des durées et des amplitudes et il faut connaître votre échelle parce que si on enregistre au double ou à la moitié de la vitesse, tout va changer, vos durées vont changer. La question qu'on a l'habitude de poser ici, je vous la pose et vous aurez tout de suite la réponse parce qu'on n'est pas en direct. Donc si vous avez une tachycardie et que vous voulez, sur votre électrocardiogramme, éloigner les accidents pour mieux les interpréter, parce que dans une tachycardie, les QRS vont se rapprocher. Vous voulez les éloigner. Est-ce que vous augmentez la vitesse du papier millimétré ou est-ce que vous la diminuez? 3 secondes. Ben, au fait, si vous diminuez la vitesse, le papier va se déplacer lentement. Ça donnera le temps à l'aiguille de monter, de descendre, de monter, de descendre, de monter, de descendre. Lui, il se déplace lentement. Donc, le fait de ralentir la vitesse, vous allez rapprocher vos accidents. Si vous voulez les éloigner, vous devez augmenter la vitesse. L'aiguille monte, le papier se déplace de beaucoup. L'aiguille descend, le papier se déplace de beaucoup. L'aiguille monte, le papier se déplace de beaucoup. Et par conséquent, le fait d'augmenter la vitesse, vous allez éloigner vos QRS et c'est ce qu'on fait en général face à une tachycardie. On enregistre à 25 mm par seconde. Mais vous aurez compris très facilement que si vous enregistrez à 25 mm par seconde, chaque millimètre n'est plus égal à 0,04 secondes, mais il sera égal à 0,02 secondes. Quand vous avez par exemple un microvoltage et que vous voulez interpréter votre ECG, tout sera raplapla. On peut augmenter l'amplitude, doubler l'amplitude pour mieux voir nos accidents électriques. Mais ensuite, quand vous ferez vos mesures d'amplitude, vous devez diviser par 2 parce que l'échelle est au double. Et si par contre vous êtes face à une hypertrophie ventriculaire et que vos QRS sont très grands, tellement grands qu'ils s'enchevêtrent, donc V4 rentre dans V5, etc., vous devez rapetisser et donc diminuer ici l'échelle pour rapetisser le CG. Mais si vous mesurez des amplitudes, vous devez multiplier fois 2 pour corriger à l'échelle. Et donc cette étape de vérification de l'échelle, elle se fait en une fraction de seconde, mais elle est très importante pour tout le reste de l'interprétation de l'électrocardiogramme. C'est très important. Et aussi, il faut savoir que certains électrodes peuvent vous faire, pour certaines dérivations, une échelle donnée et pour d'autres, une autre échelle. Et donc, vous verrez ce graphique que je vous ai montré qui va changer soit de largeur, plus fin ou plus large, c'est-à-dire que vitesse double, vitesse à moitié, ou plus grand ou plus petit, c'est-à-dire que amplitude double ou amplitude petite, et il sera collé à chaque dérivation pour vous dire telle dérivation, je l'ai enregistrée avec tel paramètre, et telle dérivation, je l'ai enregistrée avec tel paramètre. Puis si vous mesurez une durée dans telle dérivation ou une amplitude dans telle dérivation, vous corrigez par rapport à l'échelle donnée pour cette dérivation-là. En général, c'est les amplitudes qui se font comme ça sur un électrocardiogramme. Ensuite, on arrive au rythme et à la fréquence. Pour dire d'un rythme qu'il est sinusal, il faut que chaque onde P soit suivie d'un QRS, chaque QRS soit précédé d'une onde P, et il faut qu'on soit sûr que l'électricité provienne réellement du nœud sinusal, c'est-à-dire qu'elle vient réellement de haut en bas, et que la dépolarisation de l'onde P va réellement de haut en bas et de droite à gauche. Chaque onde P suivie de QRS, ça se vérifie. Chaque QRS précédé d'une onde P, ça se vérifie. Et puis, pour être sûr que l'électricité vient réellement d'en haut et de droite, il faut être sûr que l'avion des deux vole dans le même sens que la seule dérivation qui va de haut en bas et de droite à gauche. Et quelle est cette seule dérivation qui va de haut en bas et de droite à gauche? C'est la dérivation des deux. Donc l'onde P doit être impérativement positive en D2. Si chaque onde P est suivie de QRS et chaque QRS est précédé d'onde P et l'onde P est positive en D2, vous êtes en droit de parler de rythme sinusal. Après le rythme, vous allez calculer la fréquence. La fréquence cardiaque est égale à 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent deux QRS en cas de rythme sinusal, ou plutôt en cas de rythme régulier. Et puis, si le rythme est irrégulier, vous allez calculer le nombre de QRS présents sur une certaine durée. L'idéal, c'est de mesurer le nombre de QRS, ou plutôt de calculer le nombre de QRS présents en 6 secondes. Et puis, pour avoir le nombre en 60 secondes, vous rajouterez tout bêtement un 0. 6 secondes, donc je vous relance à la règle de 3. Si 25 mm est égal à 1 seconde, 6 secondes est égal à 150 cm, plus de 150 mm, ou 15 cm.
Et puis souvent sur le papier millimétré, vous avez un carreau noir qui se répète chaque 5 cm. Donc il vous permet de reconnaître, sans les calculer, vos 15 cm. Moi je vous les ai délimités ici en rouge sur un rythme irrégulier. Donc de ce trait rouge à ce trait rouge, j'ai 15 cm, à savoir 6 secondes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 QRS en 6 secondes. J'en aurai combien en 60 secondes? Tout bêtement, je rajoute un 0 et ça sera 80 battements. Donc comme je disais, ça c'est une méthode pour calculer la fréquence sur un rythme irrégulier. Par contre, si le rythme est régulier, donc c'est 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent deux QRS. D'où vient cette notion de 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent deux QRS? De façon simple, on sait que la fréquence cardiaque, c'est le nombre d'événements cardiaques qui se déroulent en une minute, soit en 60 secondes. Si je vous dis que mon cœur prend 2 secondes pour se contracter, il va se contracter combien de fois en une minute? C'est 60 divisé par 2, vous allez me dire qu'il va se contracter, donc 33 par minute. Au final, la fréquence cardiaque est égale à 60 secondes divisé par la durée d'un événement cardiaque. La durée d'un événement cardiaque, c'est l'espace qui sépare deux QRS. Et donc, pour mesurer cette durée, on va calculer le nombre de petits millimètres qui séparent les QRS. Comme on sait que chaque millimètre est égal à 0,04 secondes, la fréquence cardiaque est égale à 60 divisé par le nombre de petits millimètres qui séparent deux QRS multiplié fois 0,04. Ensuite, au lieu d'aller bêtement calculer les petits millimètres, on va calculer le nombre de grands carreaux. Chaque grand carreau contient 5 mm. Donc, le nombre de grands carreaux multiplié fois 5 nous donne le nombre de petits carreaux. Et par conséquent, au final, la fréquence cardiaque est égale à 60 divisé par le nombre de grands carreaux fois 5 fois 0,04. 5 fois 0,04, c'est 0,20. Et donc, la fréquence cardiaque est égale à 60 divisé par 0,2 multiplié fois le nombre de grands carreaux. Et au final, la fréquence cardiaque est égale à 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Étant donné que 60 divisé par 0,2 est égal à 60, donc la fréquence cardiaque est égale à 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Vous n'avez pas besoin de refaire cette démonstration à chaque fois que vous interprétez un ECG, c'est juste pour vous montrer d'où vient cette règle de 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Et donc si vous êtes face à un rythme régulier, c'est 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent deux QRS, ça vous donne votre fréquence. Si vous avez un nombre irrégulier, plutôt un rythme irrégulier, c'est comme je vous l'ai montré sur le CG précédent, c'était une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Donc la fréquence cardiaque est égale au nombre de QRS que vous allez obtenir en 6 secondes, comme on l'a montré, donc sur 15 cm. Vous rajoutez votre 0 et vous avez votre fréquence cardiaque, à savoir le nombre d'événements en 60 secondes. Ensuite, donc ça c'est les bases, et puis on va attaquer l'électrocardiogramme à proprement parler. Donc l'auriculogramme ou l'an de P, donc pour laquelle on va faire ADAM, c'est une ADAM, axe, durée, amplitude, morphologie, donc axe, durée, amplitude, morphologie. On commence rapidement par la morphologie et essentiellement l'onde P en V1 qui a une particularité. Donc comme vous pouvez le voir, la particularité de V1 c'est la seule qui est à droite du sternum. Toutes les autres dérivations sont à gauche du sternum. Si on devait dessiner la ligne virtuelle qui sépare les oreillettes des ventricules, et si je remettais mon cœur sur sa position classique, ça va donner ça. Donc on voit que V2, V3, V4, V5 et V6 sont toutes en dessous de cette ligne virtuelle qui sépare les oreillettes des ventricules. Donc elles vont toutes regarder l'oreillette par en bas. V1, selon son éloignement du sternum, elle peut être quasiment ici et regarder l'oreillette d'en bas. Elle peut être ici et se positionner au milieu de l'oreillette. Comme elle peut se positionner un peu plus haut, et par conséquent, donc si on la fait monter un peu plus haut, elle va regarder l'oreillette par en haut. Donc on va symboliser l'oreillette par une boîte transparente. La flèche de dépolarisation de l'oreillette, on va venir la positionner dans notre oreillette transparente. Et puis elle va passer de haut en bas et de droite à gauche, elle va faire ce mouvement que vous voyez ici. Donc pour V2, V3, V4, V5, V6, l'œil électrique est positionné en bas et il ne peut voir que cette partie positive de la flèche. Selon le positionnement de V1, donc je reviens à mon dessin, pourquoi V1? Parce que c'est la seule qui est à droite, donc selon sa position par rapport au massif auriculaire, mais aussi selon la position du cœur à l'intérieur de la cage thoracique, V1, comme je l'ai dit, peut être positionné en dessous des oreillettes, au milieu des oreillettes ou en haut de mes oreillettes. Et donc V1 peut voir l'onde P positive
Si elle est en dessous, elle ne verra que cette partie-là de l'onde P, donc elle est sous la boîte, elle verra l'onde P venir vers elle. Si elle est au milieu, donc elle verra d'abord la partie initiale de l'onde P en descendant qui est rouge, et puis elle va voir la partie finale de l'onde P qui est bleue, donc elle va voir une onde P biphasique, comme vous pouvez le voir ici. Elle voit le positif puis le négatif. Et si l'onde P, plutôt V1, est positionnée au-dessus de l'oreillette, elle ne pourra voir que la partie négative de l'onde P. Donc la particularité de cette V1, elle peut voir l'onde P, à savoir la dépolarisation de l'oreillette, positive, négative ou biphasique. Par contre, de V2 à V6, étant donné qu'elles sont toutes sous la boîte en verre, elles ne peuvent voir l'onde P que sous forme positive. Ensuite, on reprend l'axe de l'onde P. Donc, pour comprendre l'axe et le trouver, il faut dessiner votre triaxe de Bailey. Vous regardez votre onde P, comment elle est sur la dérivation D1. Si elle est